Bonjour à tous et à toutes. Je suis Claude Messiaen, je suis en charge de l'entrepôt BNDMR au sens de l'exploitation des données. Et on vous a déjà présenté plusieurs choses sur Semara. Geneviève vous a présenté de manière très spécifique sur la FOP. Jason a essayé de vous présenter la logique qu'on va mettre en place et quelques indicateurs sur des éléments au sein d'une filière. Là, je vais, juste avant la pause, vous présenter quelques quelques éléments d'information sur Semara de manière générale, vraiment au sens global, c'est-à-dire tous les centres, tous les sites, toutes les filières présentes au sein de Semara, pour vous montrer un petit peu, pour continuer à vous montrer un petit peu à la fois ce qu'on a et puis si jamais ça vous intéresse d'aller plus loin sur ces sujets-là. Alors, petit état des lieux, donc c'est en date du 1er octobre. Comme l'a indiqué Geneviève, le recueil a officiellement commencé en 2007, mais avec du rétroactif. Donc certains centres sont remontés jusqu'en 2004, au début de leur labellisation. Certains ont même importé des données. Donc on avait à peu près 40 000 dossiers qui ont été importés dans Semara. Donc pour vous donner un petit peu une idée de la volumétrie, on est sur l'ordre de 522 000 dossiers patients, avec 79% de patients qui sont dits atteints. Sachant qu'on laisse la possibilité de renseigner les patients qui sont non malades, donc par exemple les accompagnants qui viennent en consultation mais qui bénéficient de votre temps médical mais qui n'ont pas d'affection, et également les porteurs sains. Donc là on en a 3% d'inscrits dans la base. Au niveau du sexe ratio, c'est un petit peu comme dans l'étude FOP, on est à peu près à l'équilibre. Donc vous voyez, ça ne fait pas 100% la somme des deux, puisque on permet également le recueil de fœtus, et dans ce cas-là, parfois le sexe est encore indéterminé. Donc le différentiel, c'est-à-dire un peu moins entre 2 et 3%, correspond au fœtus non déterminé, dont le sexe est non déterminé. Alors, première diapo, tout simplement pour vous donner un petit peu une idée de ce qui se passe dans les sites maladies rares qui ont participé ou qui participent encore à Semara. Donc, vous voyez une amplitude assez importante qui va de 0 à le maximum étant à peu près 50 000 dossiers par site. Voilà, avec une médiane à 50 quand même. Et 75% des sites sont plutôt de l'ordre de 300 patients. Et vous voyez quand même, ils ne sont pas très nombreux à être au bout du spectre, mais quand même, voilà, il y a du volume. Les cliniciens ne restent pas les bras croisés face aux maladies rares, et donc on sent qu'il y a quand même une véritable implication dans ce programme. Si on regarde un petit peu plus en regroupant par centre, ça fait cette espèce de demi-oiseau. Vous voyez, le shift s'opère légèrement, forcément on somme les choses, donc on est sur un maximum à quasiment 69 000 dossiers pour un centre, et on est sur une médiane à 1500 dossiers, donc ce qui fait quand même des cohortes de patients assez intéressantes, le troisième quartile étant à 4700 dossiers, donc ce qui est pas mal. Si on regarde juste ce qui se passe pour 2017, donc on est au niveau des sites à 4800, c'est pas mal quand même, 4800 sur une année, 4800 patients, une médiane à 30, et un troisième quartile donc à 197. Donc évidemment les chiffres sont liés à l'hétérogénéité des pathologies et des centres de référence. On ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde fasse 10 000 patients l'année. Ça dépend vraiment effectivement de la labellisation. Quand on regarde par centre, voilà un petit peu. Donc on a toujours cet effet de tassement sur la droite en fin de distribution. Voilà, donc on est à nouveau 7300 dossiers pour le plus grand, le centre qui recrute le plus de patients, et on est sur donc 1200 en troisième quartile. Voilà, donc ce sont des chiffres quand même assez intéressants au sens volumétrique du terme. Si on parle un peu plus par filière, donc vous voyez ici les filières qui sont présentes dans Semara. Il y en a 9 qui ne participent ou ne participaient pas à Semara, pour différentes raisons, des raisons historiques, ou tout simplement le fait que
Semara étant une initiative participative, ils n'ont pas souhaité participer et on ne leur en veut pas du tout. La preuve, on a continué et on les accueille tous aujourd'hui au sein de l'initiative BNDMR. Donc vous voyez que majoritairement les patients viennent de chez Endirard à 50%, donc ce qui explique les grands chiffres de recrutement sur le centre et sur les sites. Et puis on a des filières qui sont quand même bien représentées juste derrière cette très grande part liée à la génétique. Donc on a Finlemus, Firando avec M. Berthera, l'endocrino, donc, et puis ensuite c'est la néphrologie et les déficiences intellectuelles, donc on a déjà évoqué avec ce recouvrement aussi avec la filière Endirard. Au niveau des âges, donc là c'est l'âge au moment de l'étude, donc au moment de l'analyse, c'est-à-dire au 1er octobre de cette année. Donc on est sur une moyenne à 28 ans et demi. On est à peu près dans des chiffres similaires sur ce qu'a présenté Jason tout à l'heure. On a effectivement une grande part pédiatrique et il y a un rebond à peu près à nouveau vers 40 ans. Et la médiane est de l'ordre de, si je me souviens bien, c'est une 22 ans à peu près. Donc voilà. Effectivement, 50% des patients sont, on va dire, pédiatriques au sens très large, en disant que nos ados restent jusqu'à 20 ans suivis en pédiatrie. Alors, je vais vous parler maintenant un petit peu des diagnostics. Donc cette ravissante diapositive, juste pour vous présenter les acronymes qui vont être sur le graphique suivant. L'important à retenir, donc bon, confirmé, je pense qu'il n'y a pas besoin d'explication. En cours, non plus. Les plus spécifiques, qui sont à différencier, il s'agit de non classables et non déterminés. Non classables, c'est tout ce qui avait été proposé au patient avait été réalisé et on n'avait toujours pas trouvé ce que le patient avait. Donc dans ce cas-là, c'est non classable. Soit parce que ça n'a pas de nom, soit parce qu'on n'arrive pas à l'identifier. Et non déterminé, c'est vraiment plus sur de l'information rapportée, puisqu'il y a des avis d'expertise qui sont renseignés au sein de Semara. Et puis parfois, lorsque vous avez des examens non contributifs, vous ne pouvez pas statuer sur le diagnostic du patient. Vous faites une biopsie, c'est tombé à côté, pas de chance. Vous faites une scintigraphie au MIBI, il y a une surexposition. Bon, voilà, ça arrive. Et donc, il y a ces cas à avoir à l'esprit. Donc, nous avons 50% des patients qui ont un diagnostic confirmé, ou renseigné comme tel. La petite distinction du bleu clair et du bleu foncé, c'est est-ce qu'il y a une information, on va dire, diagnostique de renseigner. Donc quand il n'y a pas d'information, c'est en bleu foncé. Donc, ce qui va nous intéresser un petit peu plus, et peut-être même dans le cadre si on parle du plan maladie rare 3 avec les impasses diagnostiques, serait plus les patients qui sont non classés ou non déterminés, et les en cours éventuellement en bleu foncé. Donc on est sur 8 voilà, 8000 patients peut-être. Non, pardon, excusez-moi, il faut que je apprenne à calculer. C'est mercredi pourtant, c'est le jour des enfants, c'est donc plutôt 80 000. Donc 80 000 patients potentiellement d'intérêt sur une impasse diagnostique. Voilà, sur les assertions au diagnostic. Donc sachant qu'un des biais de cette information-là, c'est que on n'a pas de garantie que les praticiens aient eu l'occasion de revenir sur les dossiers pour les confirmer, donc ce qui peut expliquer le nombre d'encours qui reste, voire même le nombre de probables. On est quand même à 10% dans chacun des cas. On va continuer un petit peu sur la dimension diagnostique. Donc l'âge au diagnostic, vous voyez que principalement le diagnostic est porté post-natal, mais il y a une très grande prégnance de l'anténatal, donc pour presque 30% des patients pour lesquels l'information est renseignée. Et vous voyez que finalement c'est post-natal, mais ça arrive très tôt. L'âge au diagnostic, la plus grande catégorie, donc c'est 20% à moins de 1 an. Donc voilà, après, bon, il y a 10 ans, on a à peu près tout le monde. Voilà. Là, c'est le délai au diagnostic, donc étant défini comme délai au diagnostic, la différence entre l'âge au diagnostic et l'âge au premier signe.
D'où des valeurs négatives qui sont possibles lorsque le diagnostic est posé avant les signes. Donc il y a des pathologies qui peuvent être diagnostiquées en anténatal et pour lesquelles les signes peuvent s'exprimer cliniquement plus tard. Donc c'est ce que semblent en tout cas retranscrire les données saisies ici. Donc ça a été un petit peu surprenant, je vous avoue, quand j'ai vu le graphique comme ça, je me suis demandé si je ne m'étais pas trompé dans le sens. Bon, il semblerait que ce soit bien le cas. Donc voilà. C'est à nouveau une information. Donc vous voyez que globalement, le délai au diagnostic est couvert avant 2 ans. Le délai est de l'ordre de 2 ans en valeur absolue. Alors, toujours dans la dimension diagnostique, voilà le top 20, on va dire, des entités présentes. Donc, important, j'ai laissé dans le top 20 la notion de sans diagnostic, parce qu'effectivement, il reste des patients qui n'ont pas de diagnostic. Et c'est un élément qu'il faut garder à l'esprit pour tout ce qu'on fait, à la fois nous de notre côté, on va dire, sur l'aspect statistique, et ce que vous rencontrez aussi au quotidien. Vous voyez, il y a un petit peu de tout, bon, principalement des maladies d'origine génétique, évidemment, mais voilà, il y a la trisomie 21, qui étant entendu que la trisomie 21, en cas vivant, est assez rare. Voilà, donc on a un petit peu de tout, on a de l'endocrino, de la chirurgie avec les fentes, des maladies neuromusculaires. Voilà. Alors, je vais aborder très rapidement, avant de vous laisser partir en pause, ce qu'on appelle la description complémentaire. Alors, dans CEMARA et dans BAMARA, on a mis en place un cartouche de description des anomalies chromosomiques avec notamment le concours très important du professeur Verleus. Donc voilà un petit peu la restitution de ce qui est saisi aujourd'hui. Donc pour les patients qui ont une anomalie chromosomique décrite avec ce cartouche, donc théoriquement pour des patients qui ont une pathologie pour laquelle il n'y a pas un intitulé orphanette afférent. Évidemment, si on fait une trisomie 21 avec le descripteur chromosomique, c'est un petit peu dommage. Le diagnostic existe en tant que tel. Mais vous voyez, ici, donc, on est principalement sur des anomalies de structure. On a très peu de description de cas mosaïques. Voilà. Et puis, on avait également laissé la possibilité de renseigner... alors, il y avait un champ qui s'appelait Code Gène Atlas, qui aujourd'hui correspondrait au champ gène dans le set de données minimum. Et voilà un petit peu la restitution de ce qui est renseigné. Donc, avec ces gènes qui sont indiqués. Donc, on a 882 HMBS. Alors, je vous avoue, je n'ai pas cherché ce que c'est, donc je ne pourrais pas vous dire de quelle pathologie ça relève. C'est pas bien, mais voilà. C'est la micro ? Non ? Ah bon, d'accord, pardon. Voilà. Et pour terminer sur un aspect un peu plus ludique, c'est plus sympa à présenter ça. Geneviève en a parlé tout à l'heure en disant que voilà, on pouvait mettre des mots-clés pour enrichir la description du patient, soit sur vraiment la description de signes typiques, ou alors de signes vraiment atypiques pour pouvoir essayer de retrouver des patients pour lesquels on n'aurait pas un diagnostic précis. Donc je vous ai mis 2 illustrations prises sur 2 filières différentes. Si on avait eu le temps, j'aurais fait un petit sondage pour essayer que vous m'indiquiez, a priori, à votre avis, chez qui on était. Mais bon, je ne sais pas. Est-ce que je peux prendre la gardienne du temps ? Où êtes-vous ? Elle est cachée. Elle est déjà partie. Est-ce que j'ai 2 minutes ? Je fais un petit sondage très rapide à votre avis. Donc ici, sur le nuage de mots de gauche, où on est principalement sur retard de langage, retard mental, hypotonie et petite taille. À votre avis, dans quelle filière on pourrait bien être ? Oui, j'ai entendu la bonne réponse par là. Effectivement, il s'agit bien d'Andy Rare, bravo. Donc effectivement, d'où le deuxième D, le DI dans Andy Rare, parce qu'effectivement, il y a pas mal de patients avec des déficiences intellectuelles. Et l'autre côté, fatigabilité musculaire, myasthénie. Bon, je pense qu'avec ça, déjà, vous avez trouvé. Voilà, c'est un petit peu facile, j'avoue. Voilà. Donc, on a effectivement des descripteurs avec... on peut aller jusqu'à plein de choses potentiellement intéressantes, voilà, en disant, voilà, un peu une restitution de ce qu'on peut faire. Et je vous remercie pour votre écoute.